c'est parti. Bien. Alors, donc tu as une question spécifique que tu voulais traiter. Oui, je crois, oui. Vas-y. L'homme a-t-il un vrai visage? L'homme a-t-il un vrai visage? D'emblée, là, je vais essayer de te demander le simple fait de se poser cette question. Qui pose une telle question? Celui qui cherche le visage de l'homme. Le sien, en fait. Celui qui cherche son propre visage. Celui qui cherche son propre visage. Ouais. Si quelqu'un, on va continuer à faire cette remontée là, anagogique, si quelqu'un se cherche son propre visage, qui est-il? Qu'est-il? Mais il ne sait pas qui il est. D'accord, il ne sait pas qui il est. Est-ce que ça a du sens que quelqu'un ne sache pas qui il est? Oui. Oui. Alors, si on demande à la plupart des gens, vous savez qui vous êtes? Et ils vont répondre oui. Ils vont répondre oui. Oui. Alors, pourquoi toi, dis-tu que ça a du sens de ne pas savoir? Ça fait quelques années que tu vis avec toi-même. Ouais. Quel sens ça a de dire je ne sais pas qui je suis? Quel sens ça a? Ouais. Comment ça peut s'expliquer pour ceux qui ne comprennent pas? Ils ne voient pas. Par des changements radicaux dans une seule et même vie. D'accord. Des changements radicaux dans une seule et même vie. Est-ce que quelqu'un peut être lui-même tout en ayant des changements radicaux? Oui. Oui. Ben, qu'est-ce qu'il sait de lui-même? Qu'il change. Voilà. Donc, il change. Mhm. Donc lui-même, il se définirait comment? Ben, s'il change, il définirait comme? Il est changeant, je sais pas. Il est changeant. Hein? Il est changeant. Voilà quelqu'un. Hein? C'est bien une qualification. Ouais, Hein? ouais. Un être changeant. Il est changeant. Ouais. Bien. Voilà. Donc tu sais qui tu es. Tu es changeant. Je suis changeant. Ça pose problème ou non? Je ne sais pas qui je suis. Pour moi, être changeant n'est pas ce qui est au cœur de ma problématique, de la question, en fait, c'est l'identité. D'accord. Mais pourquoi être changeant? C'est Pourquoi pas une quelqu'un... identité. Pourquoi ça, moi je veux bien, mais pourquoi être changeant ne serait pas une identité? Ça serait la qualité de quelque chose. D'accord. Et pas la chose. Bien. Donc la qualité de la chose Ouais. et pas la chose. Ouais. C'est ça? Mm-mm. Est-ce que le fait de donner une qualité peut déterminer ce qu'est quelque chose? Non. Ben, j'en sais rien. Ben, essayons. Essayons dans un sens ou dans un autre. Soit tu me dis, tu prends quelque chose, je me dis, voilà, tu vois, là, ça ne détermine pas. Ou alors tu me dis en quoi ça détermine, l'un ou l'autre, ce que tu veux. On va prendre une des deux options. Alors, un exemple, je sais pas, la couleur d'une voiture, par exemple. Donc la couleur. Dans la couleur de la voiture, donc quel est le problème ici? Ça ne détermine pas Ne détermine pas quoi? l'essence de la voiture. D'accord, sans détermine pas, sans mauvais jeu de mots, d'accord. Mm. La couleur ne détermine pas l'essence de la voiture. Par contre... Attends. On va examiner ça déjà. Ouais. Est-ce que quelqu'un pourrait déterminer son choix d'une voiture principalement par la couleur? C'est envisageable ou non? Je pense que c'est possible. C'est possible. Oui. Ça te paraît bizarre, visiblement. Si Michon c'est possible, ça ne te paraît pas le critère premier. Ben non, si tu achètes une voiture, c'est que tu as besoin d'une voiture. D'accord, c'est que tu en as besoin. Et la personne qui choisit par la couleur, est-ce que c'est un problème de besoin ou un problème d'autre chose? Non, c'est plus ça, de l'agrément. De l'agrément. Bien, donc nous avons déjà deux concepts ici, le besoin et l'agrément. Et bien tu vas me dire
comment on définit quelqu'un qui choisit une voiture par son besoin, puis comment on définit quelqu'un qui le choisit par son agrément. Voilà, deux qualificatifs. Alors, par son besoin, c'est un utilitariste, un besoin d'utilité de la chose. Utilitariste et l'agrément. Comment on pourrait l'appeler? Et qui choisit, c'est l'agrément qui l'intéresse, choisi par la couleur. S'il n'est pas l'utilitariste, il est... Non, j'arrive pas à trouver. S'il n'est pas utilitariste, il est quoi? Est-ce qu'il cherche l'utilité, lui? Non. Il cherche quoi? Le plaisir. Alors, si quelqu'un cherche le plaisir, tu vas dire qu'il est quoi? Épicurien, gourmand, Épicurien. je sais pas. Ouais. Ben, ça doit te dire. Épicurien, ça te va? Ouais, plutôt. Ouais. Voilà, c'est d'ailleurs ces deux écoles de pensée, Ouais. hein, qui ne sont pas du tout les mêmes. Ouais, ouais. D'accord. Alors déjà, si je te dis, bah tiens, ici, tu te manifestes comme un utilitariste ou un épicurien, ça ne te choque pas dans cet exemple-là. Non. Et de manière générale. Je comprends pas ta question. De manière générale, je te dis, tiens, Cyril, tu es plutôt utilitariste qu'épicurien. Si on compare ces deux concepts, ça va te choquer ou non? Tu dis, ouais, non, ça a du sens, je serais plutôt utilitariste qu'épicurien. Est-ce que je suis plutôt utilitariste? Bah non, je suis pas sûr. Non, je ne sais pas si tu es sûr Non. ou pas. Moi, Non, je je veux crois savoir. Tu crois pas? Non. Mais pourtant, pour le choix de la voiture, Je serais plutôt. eh ben, effectivement. là, c'est frappant, c'est frappant. Ouais, Ça ne vrai. venait même pas à l'esprit qu'on choisisse une voiture En fonction de sa purement couleur. en fonction de sa couleur, Non. pour l'agrément, le côté épicurien. Non, c'est vrai. Ça te surprend, ça? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Pourquoi ça te surprend pas? Parce que dans ce principe-là de possession de quelque chose, je trouve qu'il faut avoir un minimum d'utilité, sinon on n'a pas d'utilité. D'accord. En ce qui a trait à la possession, Ouais. il faut avoir de l'utilité plutôt que... Cette espèce d'épicurisme qui traîne. D'accord, plutôt que l'agrément. alors. Ouais. Hein, plutôt que l'agrément, ça va? Ouais, ça me parle. Bien, parce que tu confirmes pas justement le côté utilitaire. Si. Hein, Ouais. bien. Alors, on va essayer de voir déjà si l'utilitaire, est-ce que quelqu'un qui est utilitaire tendrait, pour ceux qui l'observent, à être changeant ou à être à rester le même? Est-ce qu'on est changeant quand on est... Non, je crois pas qu'on soit terriblement changeant. Alors, pourquoi pas? Parce que... Je parle surtout là pour l'instant de comment ça apparaît de l'extérieur. Hein. D'accord? Vas-y. Il y a toujours une seule et même chose qui est à l'œuvre en fait. Une et même chose à l'œuvre. Bien. Une et même chose. Qui est quoi? La satisfaction par l'utile des besoins. Satisfaction des besoins. D'accord. Regarde bien, écoute bien la chose. Il y a une et même chose à l'œuvre, la satisfaction des besoins. Mhm. Est-ce que tu vois là un potentiel contradictoire? La multiplicité des besoins. La multiplicité des besoins. Mhm. Est-ce qu'en effet là, s'il y a une et même chose, pour qu'il n'y ait pas de changement, est-ce qu'en effet la multiplicité des besoins peut venir en contradiction avec ça? Oui. Est-ce qu'en effet, s'il y a multiplicité des besoins, il pourrait y avoir changement? Oui, l'objet est changeant, oui. C'est l'objet qui est Ouais. changeant. Ouais. Bien. Donc, l'utilitaire, l'utilitariste, si l'objet change, est-ce que lui change? Non. Non. Alors, mais pour ceux qui regardent, ils vont dire, tiens, il a changé. C'est probable. Plutôt. C'est probable. Ne voyant pas ce qui est à l'œuvre, il ne voit que l'objet changeant. Mais qu'est-ce qui est à l'œuvre? C'est cette volonté, Volonté de quoi? satisfaction des besoins, ça voudrait dire quoi? Mais qu'est-ce que c'est qui est unique dans la volonté de satisfaction des besoins? Qu'est-ce qui est multiple? Là, ce qui est unique, c'est la volonté, justement. La volonté de quoi? Satisfaire, Est-ce que c'est n'importe quelle volonté ou une volonté spécifique? la volonté spécifique de satisfaire les besoins. Et Non, attends. Les besoins, c'est singulier ou multiple? là, c'est multiple. Alors, qu'est-ce qui est singulier? La volonté pure? Et c'est la volonté de n'importe quoi? Non, c'est pas la volonté. C'est la volonté de quoi?
Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Non, parce qu'il se cache Non. derrière. C'est la lettre volée ici. Qu'est-ce qui est devant et que tu ne vois pas? Écoute La bien. multiplicité? Non, la multiplicité, elle est plurielle, mais qu'est-ce qui est unique? La satisfaction. Donc la volonté de... Satisfaire. T'as vu que ça a été difficile? Ouais, c'est vrai. Ça te surprend ça? La Ouais. volonté de satisfaction. Ouais, ça te surprend. Et pourquoi ça te surprend? Parce que... Parce que je l'ai jamais dit en fait. Je crois que c'est surprenant de le Je dire. l'ai dit. Mais est-ce qu'en effet, ça peut avoir du sens dans le fonctionnement que tu veux être satisfait? Oui, ça me paraît assez vrai et juste, oui. Et d'ailleurs, qui veut être satisfait, en général? Utilitariste? Oui, mais oublie ce qu'on a déjà vu. Passons à autre. Quelqu'un qui veut être satisfait, qu'est-ce que tu penses de lui? Qu'est-ce qu'on sait de lui, celui qui veut être satisfait? D'accord. Celui qui veut boire, qu'est-ce qu'on peut savoir de Il a lui? soif, Et celui qui veut être satisfait, qu'il est insatisfait. qu'il est insatisfait. Difficile? Oui, enfin non, mais Alors, c'est l'insatisfait... facile ou difficile? Est-ce que... Non, ça accroche un peu quand même. Attends, pourquoi ça accroche? Parce que l'insatisfaction est inconfortable. Bien, si quelqu'un est en effet dans une situation inconfortable, est-ce qu'il va penser à se mettre dans une situation plus confortable? Oui, sauf s'il y a un problème ailleurs, mais... Pour l'instant, il n'y a pas d'ailleurs, il y a ça. Ouais. Alors que celui qui est confortable, est-ce qu'il va chercher, est-ce qu'il aura comme souci d'être confortable s'il est déjà confortable? Non. Qui aura plus comme souci d'être confortable, celui qui l'est ou celui qui ne l'est pas? Celui qui n'est pas. Celui qui ne l'est pas. Donc, volonté de satisfaction renvoie à une insatisfaction. Ouais. Ça va? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais initialement, ça Ouais, t'embête un peu. Ouais, ça accroche un peu. Puis même, le, Mais attends, c'est qu'est-ce que l'insatisfaction. ça veut dire ça accroche un peu? C'est qu'il faut me l'arracher un peu. C'est là, c'est visible, mais j'ai pas tellement envie Laisse-moi d'en te poser une convenir. question. Est-ce que globalement, tu dirais que voilà, ouais, non, moi je suis plutôt satisfait, ou non, plutôt je suis pas satisfait. Comme si tu avais une grande déclaration à faire, et on te demande, Cyril, t'es satisfait ou pas, tu dirais plutôt quoi, oui ou non? Non. Non. D'ailleurs, quelqu'un qui demande si l'homme a un vrai visage parce qu'il cherche son propre visage, est-ce que c'est un signe de satisfaction intense? Non. Hein? Donc, la satisfaction ici a du sens. Oui. Ah, oui. Et pourtant, elle accroche, comme tu dis. Ah, c'est difficile de D'accord. la... De la quoi? Tu allais démarrer un mot, tu l'as interrompu. La voir, quoi. De la voir. Difficile de la voir. Et d'ailleurs, si tu demandes un insatisfait, est-ce que c'est insatisfait? Est-ce qu'il aura envie de dire oh, ouais, chouette, je suis insatisfait? Ou plutôt il va essayer de le gommer? Plutôt essayer de le cacher, oui. Essayer de le cacher. Hein? Mais est-ce qu'il va le cacher parce que c'est difficile de la voir? L'insatisfaction pour une autre raison. C'est difficile de l'avouer aussi. De l'avouer. Et quelle est la différence entre l'avouer et la voir? La conscience. C'est-à-dire? J'ai beau le voir, c'est pas parce que je le vois que je l'avoue. D'accord. Il faut que Donc la conscience, elle est où? Elle est dans l'aveu. Là, il y a la conscience. Et quand on voit, on n'est pas conscient. Pas toujours, non. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu appellerais ça? C'est pas la conscience ou être conscient, c'est quoi? Voir sans conscience, tu appellerais ça comment? Une dénégation. Non, est-ce que là, tu es en train de Non, une qualifier ou inconscience. d'interpréter? Ouais. Là, tu me dis dénégation. Est-ce que voir sans être conscient implique nécessairement une dénégation? Non, une ignorance. Une ignorance. Ouais. Mais si tu vois quelque chose, mais que tu ignores cette chose, comment vas-tu appeler cet acte? Ça s'appellera comment? C'est un nom? Voir quelque chose. Je vois quelque chose, mais je suis ignorant de cette chose, mais je la vois. Qu'est-ce que c'est que je suis en train de faire? Soit avec un verbe ou un type, si c'est pas de la conscience, ou si je suis pas conscient. Comment ça s'appelle ça? Je sais pas. Tu sais pas? C'est curieux ça. Est-ce que parfois tu as vu quelque chose et c'est après que tu en es conscient, par exemple? Oui, régulièrement. Hein? Ouais. Ouais. Donc cette distinction opère bien dans ton esprit. Ah oui, clairement. Régulièrement. Ouais. Cette distinction que nous venons de mettre au jour,
distinction que tu connais en plus. Oui, c'est la conscience a posteriori, ouais. Bien. Mais à ce moment-là, quand tu vois, ça s'appelle pas. La conscience s'appelle comment? Tu vois sans être conscient. Il y a une ignorance, certes, mais ça s'appelle comment l'acte lui-même. Parce que l'ignorance, c'est ce que tu ne sais pas. Mais qu'est-ce qui sait que tu as à ce moment-là? Je sais pas. Il y a pas de mot. Alors, je vais te donner un mot, puis tu me diras. Ouais. Hein. Est-ce que l'idée de la perception, de percevoir, te parle? Tu connais déjà ce mot? Ouais. Bien. Est-ce qu'en effet, la perception implique nécessairement, c'est de percevoir la conscience? Non. Non. Donc je peux percevoir sans être conscient, Ouais. ou je peux percevoir et être conscient. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça va? Ouais, c'est vrai. Hein, d'ailleurs, Leibniz a fait cette distinction, on va appeler même ça aperception. Ouais, Hein, voilà. Ouais. Donc il y a apercevoir et percevoir. Ouais, tout à fait. Je m'aperçois que je deviens conscient. Ça va? Oui, tout à fait. Mais ça te surprend que tu ne saches pas, que tu ne connaisses pas cet acte de voir sans conscience, que tu n'as pas de mots pour ça. Oui, c'est un trou là, c'est curieux. Et comment tu expliques ça? Parce qu'en plus tu connais le mot perception. Bien sûr. J'ai lu d'ailleurs Leibniz pour ça. Donc je ne me l'applique pas. C'est-à-dire que je ne me regarde pas sous cet angle-là. D'accord. Je ne me sais pas percevant en fait. D'accord. Tu ne sais pas percevant. Ouais. Mais pourtant, la perception, Elle est là. elle est là. Ouais. Et est-ce qu'elle est importante, la perception? Elle est essentielle. Elle est première. Elle est première d'ailleurs. Ouais. L'homme a-t-il un vrai visage? De quoi s'agit-il ici? Quand il s'agit du visage, de quel type de vocabulaire avons-nous ici? Le visage, c'est quoi? C'est formel, c'est une forme. C'est une forme. Donc s'agit-il de perception ou de conscience? C'est d'abord de la perception. C'est d'abord de la perception. Hein? Donc, on confirme bien que cette antinomie entre perception et conscience, ici, a un rôle, puisque tu questionnes sur la perception. Bon, on va essayer de la travailler un petit peu. Quel est l'enjeu principal entre la perception et la conscience? Comment tu le définis? Ce qui peut être dans l'un et pas dans l'autre, c'est la pensée, par exemple. La pensée. Donc dans la conscience... Il y a pensée, dans la perception, il n'y en a pas. D'accord, pensée. D'accord. Mais là où il y a absence, ici, c'est dans la perception. Oui. Ça te parle qu'il y a absence dans la perception? Oui, une espèce de passivité à la perception. Est-ce que la perception doit nécessairement être passive? Ou est-ce qu'elle peut être active? Elle peut être active. Comment ça serait une perception active? C'est être à l'affût de quelque chose, aux aguets de quelque chose, là, qui est dans un principe de perception très active. Aux aguets de quelque chose, par exemple quoi? Un chasseur de sa proie, par exemple. Un chasseur. D'accord. Un chasseur, donc, est-ce qu'un chasseur va être dans le problème de la conscience? Ou est-ce qu'il y a un problème de la perception? Uniquement de la perception. Et pourquoi la conscience n'est pas son problème? Uniquement la perception. Ça ne lui sert pas à grand-chose. De quoi? La conscience, dans ce cas-là. Explique pourquoi. Pour la chasse, c'est vraiment retrouver une espèce d'animalité, donc... D'accord, retrouver une animalité. La conscience est plus lointaine. D'accord. Donc le chasseur, lui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes pour qui, justement, donc lui, la perception est présente et pas la conscience? Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent avoir le problème inverse? La conscience... Non, la conscience et la perception n'est pas là. C'est le problème inverse du chasseur, lui, et de la perception, pas de conscience. On va avoir le problème inverse. Je vois pas comment ça peut être. Je vois pas comment ça peut être. J'ai pas d'exemple où il n'y aurait que de la conscience et pas de perception. Oui. J'arrive pas à m'ôter de l'esprit que j'ai un présupposé qui serait que la perception est toujours première. La perception est toujours première, d'accord. Donc, conscience sans perception, ça marche pas. La perception est toujours première.
Est-ce que ça appartient à une école de penser que la perception est toujours première? Oh, j'imagine, oui. Comme quoi serait quoi, par exemple? Tu as une idée ou non? Les existentialistes, peut-être? L'existentiel, qu'est-ce qui vient d'abord pour l'existentialiste? C'est le fait de percevoir? Regarde dans le terme lui-même. Non, c'est d'exister. D'exister. Ouais. Alors, je vais te proposer quelque chose, mais Ouais. si tu connais, les empiristes. Ouais, d'accord. Ça a du sens? Ouais. Parce qu'en effet, pour eux, la perception est première. Oui, forcément. Tu connaissais les empiristes? L'idée, oui, je connais pas d'auteur qui dit... Non, je prends des auteurs. je L'idée connais d'empiriste, ouais. c'est que c'est les perceptions qui sont Ça premières. passe par les sens. Tu connaissais? Ouais, ouais. Mais à nouveau, tu ne trouves pas de mots qui renvoient à la perception. Là, tu ne retrouves pas les mots alors que tu les connais, Ouais. qui rendent compte d'une pensée où la perception est première. Ouais, ouais. C'est 2 fois qu'il y a absence de mots que pourtant tu connais. Ouais, c'est curieux. Oui, c'est curieux. Hein. Mais tu sais que comme tu connais la pratique, tu sais que ces absences pour nous sont importantes. C'est là que ça travaille, en C'est là fait. que ça travaille bien. Et bien voilà, donc on aurait un empiriste. Est-ce qu'il y a des penseurs qui ne sont pas empiristes? Il sera l'opposé. Forcément. Ben, comme quoi? Un auteur ou le genre d'auteur qui ne serait pas empiriste, il serait à l'opposé d'un empiriste. Purement les rationalistes, peut-être Comme qui, par exemple? Une idée? Descartes, Kant? Descartes. Descartes ou Kant, tu prends quoi? Je prendrais Descartes. Descartes, bien. Rationaliste. Ouais. Hein? Alors, qu'est-ce qui serait primordial pour lui, d'après ce que tu sais? La raison? La raison. Bien. Est-ce que cette raison, qui serait première, pourrait ne pas savoir voir? Non. C'est pas possible. La raison, c'est toujours voir. Se voir, voir. Est-ce que la raison, c'est toujours voir? Est-ce que la raison, c'est toujours voir? On dit, on a des chasseurs qui voient mais n'ont pas de conscience. La raison et la conscience, ça va, on peut le mettre ensemble ou non? Oui, D'accord. Est-ce que la raison, la conscience peuvent ne pas savoir voir? Oui, en manquant de bon sens commun, par exemple. En manquant de bon sens commun. Oui, oui, oui. Est-ce que ton chasseur a du bon sens commun? Oui. Bien. Et ceux qui manquent de bon sens commun, comment ils vont fonctionner? C'est quoi ce genre de personnes? Une espèce de rat de laboratoire, je veux dire. Alors, je sais pas, c'est un scientifique? C'est plus qu'un scientifique. Qu'est-ce que c'est? Ce rat de laboratoire, je comprends un jour. Alors, c'est quelqu'un qui ne vit que dans la pure abstraction, quoi. D'accord. Quelqu'un qui vit dans l'abstraction. D'accord. Dis-moi, si tu vas voir les gens dans la rue, tu leur dis, dis-moi, il y a quelqu'un que je connais qui se demande si l'homme a un vrai visage et qui cherche son propre visage. Et je vais leur demander, dis-moi, ce personnage, il a le bon sens commun ou il vit dans l'abstraction? Il va dire quoi? Qui vit dans une abstraction. Est-ce que c'est possible de poser une telle question? Pour poser une telle question, il faut vivre dans l'abstraction. Pour poser la question, la a-t-il un vrai visage? Forcément. D'accord. Et en effet, une personne dans l'abstraction peut-elle, en effet, avoir une perception donc moins développée que celle du chasseur? Oui. Oui. Donc, sinon, est-ce qu'en effet, si tu étais dans le sens commun, que tu voulais savoir chercher ton visage, qu'est-ce que tu irais faire? J'irais me regarder dans une glace. Et te regarder dans une glace. D'accord. Et là, ça serait la perception. D'accord. Est-ce qu'en effet, donc, en étant dans l'abstraction, est-ce qu'on peut ne plus voir? Ou moins voir? Oui, c'est possible. C'est possible. Ouais. Et tout à l'heure, ça, tu ne voyais pas. Ah, oui, c'est ça, il a fallu... C'est tout l'enjeu d'ailleurs, je ne voyais pas. Et pourtant, est-ce que ça paraît pas tomber sous le sens? Si. Les histoires de personnes, des rats de laboratoire qui ne voient pas. Oui. Et qu'est-ce que c'est qu'ils ne voient pas? L'évidence. Ils ne voient pas l'évidence. Et l'évidence, elle est de quel type? Toutes les formes d'évidence ou certaines formes d'évidence? Là, j'ai du mal à problématiser les évidences entre elles, mais... Alors, est-ce que déjà, est-ce qu'il y a les évidentes ont tous la même catégorie? Il y a des catégories d'évidence. Alors, pour créer
Ou non, pour toi les évidences sont toutes du même type. Non, elles s'appliquent dans des champs différents. D'accord, mais est-ce que, justement, alors, déjà il y a une division par champ. Ouais. Est-ce que ce qu'il ne voit pas, c'est les mêmes, c'est tous les champs d'évidence ou certains champs d'évidence? Concernant ce questionnement, c'est des évidences qui s'appliquent à lui-même, c'est-à-dire... À lui-même. Ouais. D'accord. Les Mais évidences ce qui des s'applique autres, aux autres, il les voit plus facilement. plus facilement. Est-ce qu'à part lui-même et les autres, est-ce qu'il y a une autre division de champs pour l'évidence? Scientifique, peut-être. En opposition à quoi? Matérialiste ou... Oui, Un matérialiste. Bon, prenons, d'accord. Est-ce qu'en effet, ici, l'évidence de ce qui vient de l'abstraction, laquelle des deux évidences est une évidence et que l'autre n'est pas? La scientifique est une évidence et le matérialiste ne l'est pas. Bien. Est-ce que tu vois encore une autre forme de distinction dans ces champs? Celle qu'il peut questionner et celle qu'il ne peut pas questionner. Oui, c'est un champ, ça? Non, c'est une qualité. Alors, restons sur les champs. Regarde, où est-ce qu'il vit ton laboratoire, tu as dit? Tu te rappelles? Dans un laboratoire. Oui, non mais tu as dit il vit dans, tu te rappelles ou non? Non. Tu as dit il vit dans l'abstraction. D'accord, oui, pardon. Ouais. Bien. Est-ce qu'en effet, pour lui, s'il y vit, est-ce que là c'est une évidence, l'abstraction? Oui. Bien, donc qu'est-ce que c'est qui n'est pas évident? Ou est-ce que qu'il ne vit pas? Dans le réel. D'accord, Réalité, donc l'abstraction elle s'oppose en opposition au réel. Ouais, elle s'oppose au réel. Alors, lui-même autre, scientifique matérialiste, abstraction réelle. Qu'est-ce qui te semble plus distinguer l'évidence qu'il ne voit pas par rapport à celle qu'il voit? Lui-même et autre, scientifique matérialiste ou abstraction réelle? Le moi et le réel. Je pense que c'est vraiment là-dessus. Il y a une des trois, moi j'ai une des trois. Une seule des trois? Oui. Lui-même et les autres, c'est-à-dire que l'évidence serait lui-même, c'est ça? Ou non, les autres? Ce serait plutôt les autres. L'évidence serait les autres, et ce qui n'est pas évident, c'est lui-même. Le scientifique serait évident et pas le matérialiste, ou l'abstraction lui serait évident et pas le réel, qui semble mieux capturer l'opposition ici. Abstraction réelle. Abstraction réelle. Bien. Pourtant, c'est celle que tu as eu le plus de mal à fournir. Donc à nouveau, ce qui paraît le plus fondamental, tu ne le voyais pas. Ouais. Bien. Alors, maintenant, le contraire de l'abstraction, en général, c'est quoi? Comme ça. Concret. Concret. Et toi, tu as dit quoi? J'ai dit réel. Réel. Quel est le contraire du réel? Imaginaire. Imaginaire. Bien. Est-ce que le réel peut être abstrait? C'est possible. Donne un exemple. L'organisation d'une société est a priori abstraite, mais elle a une emprise sur le réel. Est-ce que le concret peut être imaginaire? Plus difficilement. Est-ce que c'est possible? Est-ce que le concret peut être imaginaire? Oui, on peut sculpter une chimère. Oui, c'est possible. D'accord? Oui, c'est possible. Ouais. Donc qu'est-ce qui va mieux comme opposition? Alors abstraction à concret ou réel, abstraction réelle ou concret imaginaire? Qu'est-ce qui paraît mieux comme distinction ici? Parce qu'il a prouvé abstraction réelle. Mais en fait l'abstraction c'est le concret, réel c'est l'imaginaire. Qu'est-ce qui l'opposition qui t'intéresse le plus ici pour notre personnage? Entre l'abstraction et le concret ou le réel et l'imaginaire? Je reste sur l'abstraction et le concret. L'abstraction et le concret. D'accord. Bien. Et en effet, est-ce que le concret peut se voir? Oui. Est-ce que l'abstrait peut se voir? Non. Donc on est bien dans notre personnage ici, qui vit dans l'abstraction, qui ne se voit pas. D'accord. Et en effet, celui-là, peut-il éternellement chercher son propre visage? Oui. Maintenant,
Quel est son problème? Quel est le problème? Oui, quel est son problème? Quel est son problème à cet homme-là? C'est de savoir, je dirais presque, quand s'arrêter. Quand s'arrêter de quoi? De boire? De chercher. Quand s'arrêter de chercher? Bien. Et ben voilà. Donc si c'est ça, que dis-tu à quelqu'un qui te pose la question, l'homme a-t-il un vrai visage? Parce qu'on vient de voir. Son problème c'est quoi? C'est quand s'arrêter de chercher. Ouais, quand s'arrêter de chercher. Bien, alors qu'est-ce que tu lui dis à celui-là? Quel conseil peux-tu lui donner? Il pose la question, l'homme a-t-il un vrai visage? Il y a deux solutions. Soit je lui demande de continuer de chercher, je lui demande de s'arrêter de chercher. Oui. Alors, est-ce que, ben voyons voir, si quelqu'un qui te dit, écoutez, cherche pas mon visage, l'homme a-t-il un vrai visage? Est-ce qu'en effet... Celui qui ne cherche pas, je dirais plutôt cherche. Et celui qui cherche trop, je dirais, cesse de chercher. Or, celui-là, d'après qui vient cette question-là, on pense plutôt qu'il cherche ou qu'il cherche pas? Il cherche. Alors, est-ce que ça peut être intéressant de lui dire, bah écoute, arrête de chercher? Oui. Oui, oui. Tu l'as prévu celle-là ou non? Je la pressentais un peu quand même, ouais. Tu l'as vu venir après? D'accord. Alors, mais est-ce qu'il va être content? Bien sûr que non. Non. Pourquoi pas? Parce qu'au fond, c'est une espèce de fuite-refuge, ce truc-là. D'accord, c'est une fuite, refuge. Une fuite de quoi? D'après ce qu'on a vu? Bah, du réel. Refuge réel, d'accord. Hein? Et si on a dans son entourage, dites-moi, la personne qui demande si l'homme a un vrai visage, est-ce qu'en effet il se sert de ça pour se réfugier du réel? Est-ce que son entourage se dit, oh, ouais, ça, Plutôt, je pense. ils Ouais. vont être d'accord avec ça? Il y a des chances, ouais. Il y a des chances, hein? D'accord. Bien. Hein, et... Bien, alors, ben voilà. On a la réponse. Autant arrêter de chercher. Autant va arrêter de chercher, ouais. Oui, ça va ou il y a un problème? Bah, il y a un problème. Lequel? Le problème, c'est le deuil un peu de cette quête-là, je crois. Le deuil de cette quête, c'est-à-dire? Que dire à un moment donné, cesser de chercher quelque chose qu'on ne trouve pas. Arrête là 2 secondes. Quelqu'un qui ne veut pas cesser de chercher quelque chose qu'il ne trouve pas. Quand il ne le trouve pas, il est satisfait ou pas? Non. Non. Il est donc insatisfait. Oui. D'accord. Donc, de quoi doit-il faire le deuil s'il arrête de chercher? De son De insatisfaction. son insatisfaction. D'accord? Il doit faire le deuil de son insatisfaction. Alors, supposons que ce soit ton fils. Ça lui arrive, j'imagine, un de tes enfants, il ne veut pas faire le deuil de son insatisfaction. C'est très infantile, ça, en plus. C'est infantile. Particulièrement infantile. Quel est ton argument fort dans ces cas-là? Ton argument ressource? Eh ben, c'est difficile à trouver. Alors, parce que je souffre du même problème, donc... Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que je lui dis? Attends, essaye quel est un argument que tu as pu utiliser là-dessus? C'est fou, ça. Bah, c'est la raison commune, souvent, la plupart du temps. C'est-à-dire, comment t'articules ça? Tu me le dis que voilà. Souvent, voilà, le classique, c'est la justice et l'injustice. Non, 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 je veux pas... D'accord. Juste, qu'est-ce que tu lui dis? Il veut pas faire de deuil sur l'insatisfaction sur quelque chose, tu lui dis quoi? C'est moi, je suis ton fils, voilà. Je veux pas faire le deuil de mon insatisfaction sur quoi que ce soit, tu me dis quoi? Grandis. Grandis. Alors, ça veut dire quoi? Que je dois manger de la soupe? Ça veut dire que grandir, c'est justement faire ça. C'est accepter de ne pas être satisfait sur tout. Accepter. D'accord. Comment t'appelles quelqu'un qui veut être satisfait sur tout? C'est un petit enfant. Un petit enfant.
Et alors ici, la question clé pour cet enfant, c'est d'accepter. Oui. Et accepter, c'est grandir. Oui. Ça va? Oui. Mais si tu lui dis ça, ça va aller ou... Non, ça marche pas. Pourquoi? Parce que c'est... Parce que cette insatisfaction, la raison y adhère assez peu en fait. Alors, cette insatisfaction, la raison adhère peu. Ouais, c'est une insatisfaction qui est peut-être un peu sourde aussi, si tu veux. Donc, Elle est sourde. ouais. Elle relève de quoi? Si elle ne relève pas de la raison, de quoi relève-t-elle? Ça peut être de la passion, mais du sensible. Ça peut Je sais pas, tu me dis, quel est ton concept? C'est pas de la raison. Ça vient de quoi? Du sensible. Du sensible, c'est-à-dire? De l'émotion, quoi, du principe émotionnel. De l'émotion, alors. Ouais. Ça vient de l'émotion. Ouais. Et quel genre d'émotion c'est, ça? Frustration, souvent. Oui. Un désir frustré. C'est Un souvent désir, ça. d'accord. Ouais. Donc c'est le désir Ouais, qui est frustré. frustré. Ouais. D'accord. Hein? D'accord. Donc, celui pour qui le désir est frustré, à quoi ressemble-t-il? Parce qu'on voit là. Tu as dit que C'est un petit enfant. un petit enfant. Ouais, c'est ça. Donc s'il est frustré, il est un petit enfant. Ouais. C'est pas mal ça. Tu voulais savoir, l'homme a-t-il un vrai visage? Il cherche son propre visage. Et bien il aurait le visage d'un petit enfant. Ouais. Ça va? Oui, ça me paraît assez logique. Et est-ce qu'en effet, on peut avoir un problème dans le visage d'un enfant pour savoir qui il est? Je comprends pas ta question. Ben, est-ce qu'il y a, par rapport à un adulte, est-ce qu'il y a un problème chez un enfant pour savoir qui il est? Ou est-ce que c'est qu'on voit mieux qui il est dans le visage d'un adulte ou le visage d'un enfant? Chez qui c'est plus facile de le lire? Oui, Chez l'enfant. chez l'enfant, pourquoi? Il y a moins de... Il y a moins de choses à défendre, il y a moins de statuts à défendre. Moins de choses à défendre, Ouais. Moins de... donc, moins de choses à défendre, et donc, on voit Il y a mieux. plus de transparence, oui. Transparence. Alors, chez l'adulte, C'est plus opaque hein, parce que il y a un statut social, il y a un statut familial. il y a un statut, bien. Donc, il y a des choses à défendre. Ouais. Bien. Alors, donc c'est plutôt chez l'adulte qu'on va se demander à voir le visage. Chez l'enfant, on le voit plus. Oui. Bien. Alors là, on a un problème, puisque, a priori, quelqu'un qui veut se satisfaire, qui ne peut pas désirer frustré, c'est plutôt un enfant. Mais un enfant, on verrait qui il est. Tu dis, ah bon. Alors comment ça se passe ça? La contradiction, c'est à la fois un enfant et un adulte. Oui. Alors comment ça s'articule? C'est-à-dire que à la fois c'est l'adulte qui perd son propre visage. Et comment il perd son propre visage? L'oubli. Il oublie son visage. Ouais. Et comment ça se fait ça? Comment on oublie son visage? Comment on oublie? Comment on oublie son visage? Putain, terrible. Comment peut-on oublier son visage? Elle est énorme cette question-là. Si on l'oublie, c'est qu'on l'a connu. Forcément. Qui l'a connu? L'enfant. L'enfant. Donc l'enfant connaît son visage. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Donc il oublie son visage quoi? En grandissant. C'est pas simple, le simple fin. Alors comment il oublie son visage cet enfant? C'est pas le simple fait de grandir. Qu'est-ce qui va se passer? Non, c'est pas comment, c'est quand, hein? Ouais, c'est quand, ouais. Alors là, c'était bon. Alors comment il va oublier son visage cet enfant? Il est toujours enfant quand il oublie son visage? Non. Non. Donc c'est en devenant. C'est le passage. C'est le passage. Ouais. Le passage à l'état d'adulte peut-être qui fait qu'on oublie son visage. Alors comment ça marche ça? Bah, ça renvoie peut-être au statut, à la position, à ce qu'on veut absolument montrer aux autres. On veut montrer. D'accord.
Donc quand on veut montrer, qu'est-ce qu'on fait? On triche. On triche. Donc qu'est-ce qui se passe avec le visage? Bah, dans cette tricherie, il est grimé et on finit par oublier. D'accord, il est grimé Mm. et on finit par oublier. Mm. D'accord, hein? Mais on peut se poser la question alors. Hein, est-ce que s'il est grimé, y a-t-il un visage sous le grimage? Je ne sais pas. Je sais pas. On va essayer. Oui, non, on va voir. C'est une hypothèse. Je dirais oui, ça serait le visage, un visage un peu... Visage un peu quoi? c'est un visage, comment on peut appeler ça? Un visage à la fois infantile et vieilli. Le visage d'un enfant, mais... Le visage d'un enfant. Ouais, mais vieux, malgré tout vieux. Donc ça, c'est... Ça veut dire visage d'un enfant vieux. C'est ça qui est compliqué. C'est à la fois le visage de l'enfant, mais qui ne passe pas par l'état d'adulte et qui vieillit malgré tout. Et qu'est-ce qui se passe quand il vieillit? Qu'est-ce qui se passe quand ce visage vieillit? Qu'est-ce qui fait qu'il vieillit? Il se marque. Il se marque. Ouais, il se marque des rides. Il se marque, par exemple, de rides. Ouais. D'accord? Bien. Que n'a pas. Hein? Le visage d'un enfant. D'accord. Et à ce moment-là, lequel, s'il est marqué, quel visage est plus identifié, celui de l'enfant ou celui de l'adulte? Entre un visage marqué et un visage pas marqué, lequel est plus visible, lequel on reconnaît plus, lequel a plus d'identité? Celui qui est marqué. Celui qui est marqué. Donc, théoriquement, sans ce grimage, l'adulte a un visage plus marqué, Ouais, donc plus visible, oui, mais pas visible parce qu'il est grimé. absolument. Ça va? Ouais, ouais, ça va. Or, à quoi sert principalement le grimage en général? Cacher. Cacher quoi? La réalité des choses. Et en l'occasion, ce serait quoi? Le visage d'un enfant. Il veut cacher le visage de l'enfant. Ouais. Mais est-ce que les rides cachent le visage de l'enfant? Oui. Ah bah, on n'a pas besoin là, de se grimer si c'est le Mais cas. c'est là où c'est pervers. Non, attends, ouais, la Ouais. perversion, moi, je suis sur la logique de la D'accord. perversion. En quoi, que veut-on cacher si de toute façon, alors les rides vont cacher le visage de l'enfant? Parce qu'il y a l'ignorance de ça. On n'imagine pas que. On n'imagine pas que les rides vont effectivement cacher le visage de l'enfant. Pas que les rides vont cacher. Ouais, on ne peut pas le savoir, ça. En tout cas, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui soucie la personne qui est dans ce cas-là? Que sait-on d'elle? C'est qui a ce souci-là. Elle veut se cacher, manifestement. Et alors, elle veut se cacher. Ou elle veut Alors, se cacher regarde, quelqu'un qui veut et elle veut montrer On va quelque déjà chose prendre d'autre. ça, on Ouais. va déjà prendre se cacher. Montrer en bas. Quelqu'un qui veut se cacher. Qu'est-ce que je sais de quelqu'un qui veut se cacher? Est-ce que je peux savoir? Elle dit je veux me cacher. Bien. Qu'est-ce que je sais d'elle? La peur. Elle a peur. Mhm. Une personne qui a peur. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il est possible que le visage de l'homme soit la peur? Oui, c'est possible. Ça te parle? Oui. Hein? Explique en quoi ça a du sens, ça. En quoi ça a du sens que le vrai visage de l'homme, ça soit la peur? Oui. C'est... Peur de quoi déjà? l'absence de sens. D'absence de sens. Comment s'appelle l'absence de sens en général? C'est Absurde. l'absurde. Mais qui a peur de l'absurde? L'homme de l'abstraction ou celui ou le chasseur? J'irai les deux. Et plus lequel? Plus celui qui est dans l'abstraction. Je suis dans l'abstraction. C'est une réponse d'ailleurs. Alors celui justement qui serait le chasseur, lui, qu'est-ce que c'est? Si on allait opposer quelque chose à l'absurde, qui soit plus dans son domaine,
De quoi aurait-il peur principalement? D'être concret, matériel, chasseur. La mort, peut-être? De la mort. Ouais. Bien. Alors, est-ce que l'absurde pourrait être une forme de mort? Oui. Mort de quoi? Quand tu dis la mort, c'est la mort de quoi? Pour notre homme de bon sens. La sienne? Oui, c'est quoi? Qu'est-ce qui meurt? Sa conscience, quoi. C'est sa conscience, son souci? Non. Non, le chasseur, il a peur de la mort de quoi? De sa conscience. Peur du néant, c'est la peur du noir. Non, mais la mort de quoi? Qu'est-ce qui va mourir? Sa conscience? Non, c'est son corps. Son corps. Hmm. Est-ce qu'en effet, il aura plus peur que quelque chose menace son esprit ou menace son corps? Son corps. C'est son corps. Ouais, ouais, ouais. C'est difficile, ça? Oui, manifestement. Non. La peur de son corps. Ouais. Or, celui qui craint l'absurde, il a peur de quoi, lui? Lui, c'est plus de son... La mort de quoi? Je sais pas comment on dit. Je sais pas si elle se dit la sanité. La santé. Ouais, la santé de son esprit, quoi. Santé mentale. Alors. Ouais, c'est ça. Hein? Il a peur, donc c'est quelqu'un qui perd la santé mentale, on dit qu'il est quelqu'un qui n'a plus de santé mentale. C'est un fou. Et c'est un fou. Est-ce qu'en effet, il peut avoir peur de devenir fou? Ah oui, clairement. Ouais. Hein, ça te parle, ça? Ah oui. Bien. Donc l'homme qui se demande, la personne qui se demande, l'homme a-t-il un vrai visage? Est-ce que ça peut être la crainte de la folie à travers cette question? Oui. Et d'ailleurs, pour ceux qui... Le chasseur qui entend ça, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il est déjà fou. C'est possible. Hein? Te parle? Ouais, c'est possible. C'est possible. Alors, tu as quelqu'un dans cette situation-là. D'ailleurs, on lui a déjà dit qu'il faudrait mieux arrêter, d'ailleurs, en parenthèse, de se poser cette question-là. Mais on pense qu'en effet, il a une crainte de la folie. Et en général, qui a une crainte de la folie? Quel genre d'être a une crainte de la folie? Est-ce que ce sont ceux qui sont en présence de fous ou pas? Marrant, ça. Quel genre d'être aurait une crainte de la folie? Est-ce qu'il a besoin des autres, la crainte de la folie, ou il l'a déjà, même sans les autres, il l'a déjà, à ton avis? Je crois que sans les autres, déjà, D'accord. il est en présence de ça. Alors, qui a la crainte? Comment on peut qualifier quelqu'un qui a la crainte de la folie? Encore là, vide, incroyable. Si tu n'as pas, me dis, j'ai pas. Je sais pas, c'est un angoissé, un anxieux. Un angoissé, ça va? Ouais, plutôt angoissé. Ouais. Un angoissé, Ouais. la crainte de la folie. Mais est-ce qu'on peut être angoissé et craindre plutôt la mort de son corps? Bien sûr. Bien sûr. Alors, l'angoisse celui qui a la suffit crainte pas. de la folie. Ouais, ça suffit pas. C'est incroyable ça, pourquoi je ne sais pas. Qui craint d'avoir un rhume? Qui craint d'avoir un- Oui. Qu'est-ce qu'on sait de quelqu'un qui craint d'avoir un rhume? Qu'il est hypocondriaque. Qu'il est hypochondriaque. Mm. C'est-à-dire, hypochondriaque, ça veut dire que Il craint d'attraper toutes les maladies du monde. il craint d'après. Est-ce que quelqu'un peut craindre d'avoir un rhume sans attraper des maladies? Est-ce qu'il y a une autre raison? Peut-être fragile. Fragile? Mais il peut y avoir une fragilité. Ouais. Il a une fragilité. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe, lui, par rapport au rhume, en général, s'il a une fragilité? Il est, Quelqu'un qui est fragile au rhume, qu'est-ce qui va se passer bien souvent? Est-ce que quelqu'un a une fragilité sur une quelconque partie de son corps? Alors je vais te proposer, s'il est fragile au rhume, c'est que périodiquement il va avoir le rhume. Oui, d'accord. C'est énorme ça. Hein? Ouais, c'est. Putain. Hein? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, est-ce qu'en effet celui qui craint d'avoir un rhume, Il est enrhumé. c'est quelqu'un qui est enrhumé, Forcément. qui a périodiquement. Si tu n'as jamais été enrhumé, tu ne peux pas craindre d'être enrhumé. Mais toi, celui que tu as choisi, qui craindrait d'avoir le rhume, tu as dit l'hypochondriaque. C'est Et dingue. qu'est-ce que c'est hypochondriaque? C'est quoi ça? Comment ça s'appelle ça? Ça rentre sous quelle catégorie de choses? Mental, hein. Oui, mais quoi mental? Performance mentale? Pas spécialement. Dysfonctionnement. Un dysfonctionnement mental. D'accord. Donc tu as choisi d'abord, avant
d'un problème corporel, un problème mental. Quand je te demande avant tout pourquoi quelqu'un craindrait un problème physique, c'est pour des raisons mentales et pas des raisons physiques. Oui. Or, quelqu'un donc qui craindrait la folie, qu'est-ce qui, possiblement, quel serait son problème? D'être fou, en fait. D'être fou. Et d'ailleurs, toi, c'est pas un fou que tu as choisi d'abord, avant d'être enrhumé, c'est un hypochondriaque. Oui, c'est vrai. D'accord. Hein? Donc, est-ce qu'en effet, se poser une telle question peut être une forme de folie? L'homme a-t-il un vrai visage? Oui, parce que c'est sans fin. C'est sans fin. Donc, quand on lui a dit d'arrêter, c'était un bon conseil. C'était le plus sage, en tout cas. C'était le plus sage. Hein? D'accord. Alors, quel peut être le rapport entre, justement, puisqu'on a vu que c'était là, il y avait de la peur, l'absurde, quel peut être le rapport ici entre la peur et la folie? Il y a un rapport, ça a du sens, mettre ensemble peur et folie? Oui, je trouve. Alors, allons-y. C'est peut-être un rapport déjà dans le préalable, c'est-à-dire que tu peux être la peur de l'être. Peur d'être quoi? D'être fou. Oui. Et après, c'est la peur l'étant, c'est-à-dire une fois dans la folie, être que la peur soit l'unique et le dernier moteur en fait. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut lui dire à celui-là, sur quelqu'un que tu connais, un ami, de ta famille, qu'est-ce que tu peux lui dire? Qu'est-ce que je peux dire? Quelqu'un a peur d'être fou, peur de l'absurde, il se demande s'il en a un vrai visage. Bon, on a déjà une première recommandation de lui demander d'arrêter, mais sinon, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Lui dire qu'au fond, le vrai visage de l'homme n'apparaît que quand on cesse de le chercher. Vrai visage. Et pourquoi ce visage, ce vrai visage, apparaîtrait quand on sait le chercher? Pourquoi? Parce qu'on ne fuit plus. On ne fuit plus, c'est-à-dire Tandis pourquoi chercher serait une fuite? ça serait une fuite du réel encore et toujours. Et là, tout d'un coup, c'est dans le réel qu'on va trouver ce vrai visage. C'est dans le réel, c'est-à-dire en faisant quoi? C'est tout simplement en se regardant dans une glace. Regardons dans une glace. Mais l'autre, si on lui dit, quelqu'un vient, voilà, il dit, écoute, moi, je pense, l'homme a-t-il un vrai visage? On lui dit, écoute, tu regardes dans une glace. Comment il va réagir? Il va dire, ouais, ouais, chouette. T'es qu'un sale cynique, je pense. T'es un cynique. Ouais. D'accord. Et cette personne-là aime les cyniques? Si elle dit, t'es un sale cynique, facile, elle aime les cyniques? Non. Non. Hein? Alors, si elle n'aime pas les cyniques, elle est quoi, elle? À quoi va-t-on opposer le cynique? Ici, on va faire le tour des écoles de philosophie aujourd'hui. À quoi va-t-on opposer le cynique? Quoi oppose-t-on? L'humaniste. À l'humaniste. Et en effet, cet humaniste demande, se pose des questions sur l'homme. Oui. Ça va? Oui, jusque-là, ça va. Bien, jusque-là. Quelqu'un qui dit jusque-là, ça va. Il que... rayonne de bonheur ou pas trop? Non, parce que... Attends, écoute bien. Non. 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 Alors, qu'est-ce qui te gêne dans l'idée humaniste, jusque-là, ça va? Parce que se poser la question de l'homme a-t-il un vrai visage, je suis pas sûr que ce soit une question humaniste. Et pourquoi pas? Parce que les humanistes veulent le bien de l'espèce, ou par l'individu, par le groupe. On va rester là, ils veulent le bien. Ils veulent le bien. Bien. Quelqu'un qui se demande l'homme a-t-il un vrai visage, c'est le bien qu'il veut? Bah non. Il veut quoi? La vérité. Il veut la vérité. Et ça va ensemble, le bien et la vérité? Ah, rarement. Rarement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui les distingue? Bah, la vérité, ça n'encombre pas de la morale. Dans la vérité, il n'y a pas de morale. Non. Et dans le bien, oui. Ça va? Oui. D'accord. Donc si la vérité ne s'encombre pas de morale, de quoi s'encombre-t-elle? De logique. De logique. Ceci dit, est-ce que le cynique se moque tout autant du bien que... Il a du vrai, oui, pareil, également. D'accord. Mais en fait, ce n'était pas l'humanisme qu'il fallait l'opposer,
C'était alors, comment on va l'appeler, notre homme qui cherche la vérité, qui s'encombre de logique? Philosophe, tout bêtement. Oui, mais le cynique n'est pas un philosophe. Ah tiens, c'est intéressant. Donc le cynique ne serait pas un philosophe, ni celui qui cherche le bien. Non, je crois pas. Hein? Comment t'appelles quelqu'un qui dit, écoutez, les seuls qui sont des philosophes sont ceux qui ont de la vérité, ceux qui sont des cyniques et ceux qui se soucient de la morale ne sont pas des philosophes. Comment tu vas qualifier une telle vision de la philosophie? Réductrice, peut-être. Elle est réductrice. Ouais. Ou radicale. Mais celui qui... choix. Mais celui qui le dit, il se trouve réducteur. Plutôt radical. Non, mais celui qui le dit, il se trouve réducteur. Non. Il se pense comment? Il se pense plutôt bien ou plutôt pas bien? Je pense plutôt bien. Plutôt bien. Hein? Mais en même temps, il est réducteur. Ouais. Qu'est-ce qu'on va lui dire alors? Faut le critiquer. Qu'est-ce qu'on peut dire à celui qui exclut les cyniques et les humanistes en disant que ces gens-là ne sont pas des philosophes? Qui a une vision réductrice en plus, puis qui se trouve plutôt bien dans sa position. Soit ce qu'on lui dit, ou comment on le définirait, le qualifierait. Orgueilleux, peut-être? Orgueilleux. Est-ce qu'il y a un orgueil dans une question comme l'homme a-t-il un vrai visage? Est-ce qu'il y a une dimension d'orgueil là? Non. Je crois, oui. Hein? Ouais. Et est-ce que le chasseur va dire ça? C'est un peu, oui, qui t'est pour poser une question, pour poser une question comme ça, et pour te la poser, ou me la poser. Ouais, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce personnage orgueilleux qui se pose de telles questions? De gagner en simplicité. De gagner en simplicité. Et il va dire ouais, d'accord, on va dire non. Ni oui ni non, c'est plutôt comment. Pourquoi, à la limite, pourquoi pas? C'est-à-dire que c'est plus du doute, si tu veux. Donc l'orgueilleux va dire pourquoi pas. C'est son genre de chose à dire l'orgueilleux, dire pourquoi non, pas. Pas tant que ça. Quelqu'un qui pose des genres de questions et qui est orgueilleux, qui pense qu'il est du bon côté, puisque ni les cyniques, ni le bien, la morale, mais lui dans la vérité. Si on lui dit gagner en simplicité, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va répondre? Aux braves gens qui lui disent de gagner en simplicité. Ce sont des incultes. Ce sont des incultes. Qu'est-ce qu'ils vont lui répondre? C'est un dialogue de sourds, il faut se méfier parce que c'est. Qu'est-ce qu'ils vont lui répondre? C'est bien la preuve qu'il faut qu'il gagne en simplicité. C'est bien la preuve. Mais c'est un dialogue de sourds. Ouais. Et est-ce qu'en effet est-ce que l'orgueilleux tendra à penser qu'on peut dialoguer ou que les dialogues sont des dialogues de sourds? A priori, qu'il n'y a pas de dialogue Pas de possible. dialogue possible. Hein? Est-ce que quelqu'un qui se pose la question l'homme a-t-il un vrai visage? C'est quelqu'un qui plutôt va dans le dialogue ou plutôt se complaît dans le solipsisme? Plutôt le solipsisme, il n'y a pas de dialogue. Ouais. Hein? Par rapport à l'autre est un peu curieux là-dedans. Bon, alors puisqu'on a vu ça, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller de faire? De lâcher prise peut-être, tout simplement. De lâcher prise. Ouais. Donc on retrouve un peu quelque chose de semblable à arrêter. Je crois que ça reste de cet ordre-là. Le conseil serait de cet ordre-là. Et d'ailleurs, celui qui tient absolument à satisfait, est-ce que si on peut lui dire, faut lâcher prise? Bah oui. Hein? C'est le même Et genre. d'accepter. Ouais. On retrouve accepter, Acceptation. arrêter, Ouais. lâcher. Tu as vu ces verbes qu'on a? Ouais. Mais ces verbes comme accepter, arrêter, lâcher, est-ce qu'ils ont quelque chose en commun, toutes ces injonctions que l'on donne? L'impuissance. L'impuissance. Or, notre homme qui veut trouver le vrai visage de l'homme, est-ce que ça lui plaît, l'impuissance? Bien sûr que non. Non. Il est dans le contraire, il est dans la puissance, justement. Alors, il est dans la puissance, d'ailleurs, il veut être satisfait. Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour lui montrer l'intérêt de l'impuissance? Alors ça. L'intérêt de l'impuissance, c'est quoi? Déjà, peut-être que
La conscience passe par là. Par quoi? Par l'impuissance, en fait. Explique. La conscience ne se fait pas dans l'acte. Elle est dans quelque chose en dehors de l'acte. Mais dis-moi, notre homme, là, il a un vrai visage, il est dans l'acte ou il est dans autre chose que l'acte? Non, il est dans autre chose. Il est dans quoi? On va dire, tiens, c'est un homme d'action. Au sens ordinaire, non. Il est un homme de quoi? Question. Un homme de questions. Et celui qui se pose des questions, il est plus dans la puissance ou dans l'impuissance? Ah. Avec des questions comme ça, plutôt dans l'impuissance. En général, la question par rapport à l'affirmation. Qu'est-ce qui est plus dans la puissance? L'affirmation ou l'affirmation? L'affirmation. Ouais. Donc le fait de se questionner est une forme d'impuissance. Ouais. Mais est-ce qu'il accepte sa propre impuissance? Difficilement. Difficilement. Donc c'est comme l'insatisfait qui cherche la satisfaction et en fait qui n'aime pas sa situation d'insatisfait. Donc c'est un impuissant qui n'accepte pas son impuissance. Absolument. On retrouve le même schéma. Ouais. Ça te parle ou ça te paraît bizarre? Non, ça me parle. Ça a du sens. C'est la transposition de l'enfant à l'adulte en fait. Hein. La satisfaction du désir chez l'enfant et la conscience de son impuissance de l'adulte. Alors qu'est-ce qu'on va dire à ce bonhomme qui est insatisfait, qui veut être satisfait, qui est impuissant et qui n'aime pas son impuissance, pour justifier en l'occasion, lui faire accepter cette impuissance, cette insatisfaction? Est-ce qu'on peut lui dire quelque chose ou pas grand-chose à lui dire? Bah, l'impuissance, ça désarme quand même beaucoup les conflits en fait. L'impuissance désarme les conflits. Ouais. Mais notre homme, il est dans le conflit, l'homme a-t-il un vrai visage pour ça? On va dire, tiens, voilà, un bagarreur. Je dirais oui. Il va se bagarrer avec qui, avec ce genre de questions? Avec lui. Avec lui-même. Ouais. Donc l'impuissance va désarmer la bagarre avec lui-même. Ouais. Et quelqu'un qui se bat avec lui-même, quel est son rapport à lui-même? Il est... Quelqu'un qui se bagarre avec l'autre, quel rapport a-t-il avec l'autre? Comment on qualifierait comment? Conflit. Il est en conflit, que pense-t-il de l'autre? Il est inintéressant. Il est intéressant. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Quelqu'un qui est en conflit avec lui-même se trouve inintéressant. C'est possible. D'accord. Et donc quelqu'un qui se trouve inintéressant, veut-il connaître son vrai visage? Bah oui, puisque le présent est inintéressant. En tout cas, celui qui lui renvoie la glace. Celui qui fondamentalement pense qu'il est inintéressant, sans intérêt, il veut connaître son vrai visage? Non. Non. Est-il possible qu'il erre avec cette question-là alors qu'en fait il ne veut pas y répondre? Possible. C'est possible. Ouais. Et est-ce que celui-là, justement, craindrait en fait vraiment d'être impuissant, puisque non seulement il ne peut pas, mais il ne veut pas répondre à sa propre question? Ça a du sens? Ouais, c'est la... ouais. Hein? Donc qu'est-ce qu'on va lui dire maintenant alors? Ou toujours la même chose? Que lui dirait le chasseur? Oublie-toi un peu, quoi. Oublie-toi un peu. Ouais. Et pourquoi oublie-toi? Il arrêterait d'être à la fois dans l'impuissance de sa volonté et de son besoin, quoi. Oui, c'est décentre-toi, quoi. Décentre-toi. S'il se décentre, s'il s'oublie, qu'est-ce qu'il fait alors? Il va faire quoi? Il va s'occuper des autres. S'occuper des autres. Bien. Et en effet, quelqu'un qui dit l'homme a-t-il un vrai visage, s'occupe-t-il des autres? Non. Non, il s'occupe de quoi? De lui. De lui. Mais est-ce qu'il est une abstraction, lui-même? Dans ce cas-là, oui. C'est-à-dire? Il se met en retrait du réel. Il se met en retrait du réel, mais alors c'est lui? Il y a quelque chose de lui qui est en retrait du réel. Son corps est là. C'est quoi? Qu'est-ce qui est en retrait du réel quand on se pose une telle question? S'il est en retrait du réel, est-ce qu'il est aussi en retrait de lui-même? Non, pourquoi?
Non. Eh ben lui, il est où? Il est... il est sur les deux. Il est à la fois dans le réel et dans l'abstraction. Oui, mais est-ce qu'il, avant tout, tu dirais qu'il est d'abord où? D'abord dans le réel. D'abord dans le réel. Donc est-ce qu'en effet, il n'est pas déjà décentré par rapport à lui-même? Est-ce qu'il se voit? Oui. Ah, tu me dis, il est en train de se chercher son propre visage. Oui, mais il se voit. Pourquoi il chercherait son propre visage s'il se voit? Parce que ce que lui renvoie le réel ne lui convient peut-être pas. D'accord. Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire qu'il voit? Quelqu'un qui dit ça ne me convient pas ce que je vois, est-ce qu'il se voit? Forcément. Il se voit forcément. Forcément. Toi qui as l'habitude des ateliers, que font les gens quand ils ne veulent pas voir? Ils voient? Non, surtout pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils détournent la tête. Ils détournent la tête. Mm. Hein? Donc est-ce qu'il n'est pas déjà décentré, notre bonhomme, s'il détourne la tête? Il se détourne la tête de lui-même. C'est vrai. Est-ce qu'on pourrait lui faire un autre conseil alors? S'il détourne la tête. Regarde-toi. Regarde-toi. Donc on lui dirait le contraire maintenant. Recentre-toi. C'est rigolo. Plutôt. Alors, faut qu'il se recentre ou qu'il se décentre? Et je crois qu'on est dans la problématique de la question en fait. Est-ce que pour trouver son vrai visage, il faut se recentrer ou il faut se décentrer? D'accord. Il est content, là. Il peut repartir avec autre chose. Et c'est reparti pour un petit tour. Bah, je dirais oui et non parce que... J'ai juste demandé de trancher comme ça, en fin de compte. On pourrait se recentrer ou se décentrer, comme ça. Histoire de conclure. Je reste sur se décentrer. Sur ce pourquoi? Ça permet la conscience. Ça permet la conscience, d'accord. Alors je repose là comme ça, fait près 1 heure, on fait ça. On s'arrête, puis tu me fais ton petit bilan, voilà, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ça t'a parlé? Oui, non? Oui, j'ai trouvé des questions même difficiles. Comme quoi? Des échos douloureux. Comment on oublie son vrai visage, par exemple. C'était une question très difficile, qui est une question très simple, et je l'ai trouvée très ébranlante. Donc la question, c'est une vraie question. Ah, c'est clair. C'est clair. Tu te dis, ouh là là, je viens de la prendre en plein front, celle-là, je ne sais pas quoi en faire. Le rapport de l'enfant à l'adulte aussi, que je trouve... pas le passage, hein, le rapport de A à A. C'est-à-dire que l'un ne tue pas l'autre. Les deux restent présents, je crois, dans ce principe de quête identitaire. Donc ça, j'ai trouvé ça effectivement intéressant. Et puis cette espèce de doute au fond de savoir où je suis dans le rêve, dans l'abstraction. C'est pas tranché encore. C'est pas tranché. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans cette affaire-là? Comme d'habitude, l'absence de réponse simple à des questions simples. Ça, c'est toujours et encore. D'accord. Autre chose ou en gros c'est ça? Je me rends compte qu'il est plus délicat et plus difficile de travailler le concept fort de la question en creux qu'en plein. C'est-à-dire que le principe de l'identité a été creusé au sens strict, et il n'a jamais été mis en lumière et toujours travaillé de l'intérieur. Et c'est ça qui crée cette espèce de déstabilisation et des révélations qui en sont et qui n'en sont pas en même temps. Tu dis, mon Dieu, mais c'est évident, mais je le sais depuis toujours, et en même temps, la conscience vient de me monter comme ça très fort. C'est le travail du creux, et en ça reste toujours désagréable, et pourtant plus productif. Bien.
Autre chose ou en gros c'est ça? Non, c'est tout. Bien, ben voilà. On va s'arrêter là.